Je vais vous parler, je vais me focaliser sur une technologie qui est le transfert thermique. Armory Mac, on est fabricant français basé à Nantes et on est leader mondial sur la fabrication, la conception des rubans destinés à cette technologie qui est le transfert thermique. Transfert thermique donc pour imprimer des données variables sur deux domaines, l'étiquette et les emballages flexibles. Pour vous présenter un petit peu l'entreprise, je vais vous passer une vidéo. Hop. Today, thermal transfer ribbons are used to identify all sorts of products, whether manufactured, grown, assembled, or processed. They ensure that traceability is maintained from the design stage through to production, transportation, and consumption. For more than 40 years now, employees of Armory Mac have been developing thermal transfer technology to enable users to print their traceability data in a reliable, safe, and durable manner in all environments and on all media. Through its worldwide presence, Armory Mac exploits its technological and human know-how to achieve the reliability specific to each application. The expertise of Armory Mac employees is focused on ensuring the irreproachable quality of the ink that lays at the heart of the ribbons, creating a product that is trusted to serve the demands of traceability. We establish long-term relationships with our partners based on reciprocal growth, enabling them to fully meet the demands of their customers and users. The men and women at Armory Mac are committed to sharing what they do best, with absolute confidence and over the long term. The ink is the link. Alors voilà tout ce qu'on peut trouver derrière un ruban de transfert thermique. Pour vous dire en quelques mots qui on est, donc on est basé à Nantes comme je le disais. On a 26 sites dans le monde entier, je vais y revenir juste après, avec qui d'ailleurs on est en contact avec GS1 au niveau monde. On a 39% de part de marché au niveau mondial et on est plus de 1500 collaborateurs. Donc au niveau de nos sites de production, ce que vous pouvez voir à l'écran, alors je ne vais pas tous les nommer, mais vous avez en rouge ce qu'on appelle les sites d'induction, donc finalement c'est les sites dans lesquels nos usines vont coucher l'encre sur les rubans PET de transfert thermique. Et ensuite, on va pouvoir, à partir de ces sites-là, les expédier dans nos autres sites de découpe aux quatre coins du monde pour pouvoir justement fournir une qualité constante et optimale de nos rubans que vous pourrez acheter au Brésil, sur l'Europe ou bien en Asie. Ensuite, ce dont je voudrais vous parler à présent, c'est l'aspect développement durable propre au transfert thermique. Ce qui est important pour nous chez Armory Mac, c'est la gestion des déchets. Donc c'est d'abord s'assurer, vous avez vu dans la vidéo, on voit l'automatisation de notre usine à la Chevrolière. Il faut savoir que, donc à côté de Nantes, il faut savoir que 100% des déchets qu'on va utiliser avec le PET sur lequel on va enduire l'encre sont revalorisés. On a également sur la France des programmes un programme qui s'appelle RECPET, dans lequel on va venir collecter les rubans usagés chez les utilisateurs pour que justement ces rubans usagés servent de combustible à des usines qui vont par exemple dans ce cas précis produire du ciment. Donc il y a une revalorisation au niveau de l'utilisation des rubans. Alors, j'en ai pas parlé plus tôt ce matin, mais il y a beaucoup d'innovations sur cette technologie, quand bien même elle existe depuis des années, comme le disaient Philippe et Eric auparavant. On va sans cesse continuer à innover pour rendre les rubans finalement plus fins,
de manière à maximiser le fameux TCO, Total Cost of Ownership, pour limiter les changements sur chaîne de production. Donc vous permettre d'atteindre des longueurs de 1,2 km, enfin, tout ça pour maximiser la chaîne de production. On a aussi la possibilité d'avoir des rubans qui sont conçus sans solvant. Okay. Et enfin, on a également, pour tout ce qui est réglementation, des encres qui sont compostables. Je passe les détails, il y a également des encres qui sont food contact utilisées dans cet environnement-là. Alors, ce que j'ai voulu mettre ici, c'est d'illustrer un petit peu finalement dans le temps ce qu'impliquait ce projet GS1 de 2027 avec une étiquette de t-shirt. On va voir sur la gauche ici un code barre linéaire 1D imprimé, et puis dans un deuxième temps une étape de transition où on va venir voir apparaître le QR code augmenté GS1 ainsi que le code barre 1D, et puis à terme, éventuellement demain, l'apparition du QR code augmenté GS1. Alors, si on en revient à l'enjeu, on en a parlé ce matin, l'enjeu c'est la donnée. Finalement, l'alliance du QR code et de l'URL, c'est bien plus qu'un simple chemin vers un site web. On va pouvoir, comme on l'a dit, venir ajouter une granulométrie au produit. On va retrouver le GTIN, le numéro de lot, le numéro de série, la date limite de consommation qui vont finalement, on va le voir après, servir tout au long de la chaîne de valeur. On a pris l'exemple ici sur, je pense, un paquet de chips où on peut voir voilà, le code barre 1D avec une date limite de consommation ainsi qu'un batch number, un numéro de lot, pour pouvoir demain justement imaginer ajouter à la fois l'information lisible, puisqu'elle est très importante pour le consommateur, et puis ici sur la droite l'intégration finalement du QR code augmenté GS1. Alors, intérêt multiple, je le disais, ça peut être, pour donner des exemples, on l'a dit, retravailler le packaging, aussi dans l'idéal, pouvoir libérer de la place, gagner en lisibilité sur les packaging, ça peut être aussi quelque chose de bénéfique. Intégrer des données réglementaires qui sont présentes sur des étiquettes aujourd'hui, mettre une liste d'ingrédients dans un QR code, voilà, c'est aussi la manière dont on peut gagner en lisibilité sur les packaging. Ça va être au niveau de la distribution, je crois que c'est Eric qui nous parlait de ça ce matin, la possibilité de pouvoir mettre une promotion en caisse quand on va scanner un produit pour pouvoir faire une remise ponctuelle là-dessus. Et puis pour le consommateur, c'est aussi la possibilité d'avoir des infos complémentaires sur un produit. On l'a vu avec le vin depuis la dernière réglementation en Europe depuis novembre 2023, voilà, au dos des étiquettes de vin, avec la présence d'un QR code qui va permettre au consommateur justement d'accéder un peu à tout l'environnement qui concerne la bouteille de vin qu'il a ouvert. Alors maintenant, si on regarde d'un peu plus près la technologie du transfert thermique, ce qu'il faut, et globalement pour toutes les technologies, on en a parlé, mais ce qu'il faut retenir, voilà, ce sont les paramètres qu'on peut voir à l'écran à prendre en compte. Donc on a évidemment la vitesse d'impression, la définition qu'on va vouloir chercher, justement pour intégrer ces données et avoir un QR code suffisamment net. Le support d'impression qui est toujours très important. On va le voir après, le transfert thermique n'est pas capable d'avoir une impression sur des supports qui ne sont pas plats. Par contre, il tire très bien son épingle du jeu sur tout ce qui est étiquette et film souple. Tout va dépendre des données à encoder. On en a parlé, le total cost of ownership. Alors, nous, on n'est pas équipementier, mais on sait que le CAPEX concernant une imprimante, il est quand même malgré tout assez limité. Et puis bien sûr, tout va dépendre de la technologie d'impression, avec toutes les technologies et toutes les innovations qui ont été présentées par Markem Images et Domino ce matin. Donc je vais pas revenir là-dessus. Par contre,
Ce qu'on note, c'est aussi, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait ce matin, il y a toujours des challenges qui sont là. Finalement, c'est toujours trouver le fin équilibre entre l'application, le substrat, la vitesse. C'est jamais une donnée fixe à prendre en compte. Il va falloir faire des tests et c'est ce qu'on fait lorsqu'on va justement venir tester des nouvelles applications et des QR codes augmentés GS1. Alors les supports, j'en parlais. En ce qui concerne le transfert thermique, ça va cocher ces cases-ci, c'est-à-dire les étiquettes, des étiquettes qui peuvent être à la fois des substrats papier, velin, mais aussi synthétiques, des films souples d'emballage, et puis des étiquettes textiles. En revanche, ça n'ira pas cocher les cases de l'impression sur des formats non plats, concaves ou convexes, ou bien du métal, du plastique, et toute autre matière. Là, on voit du bois, peut-être même de l'acier. Donc les technologies, je vais passer très rapidement parce qu'on les a vues ce matin. Ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que finalement, les critères essentiels, mais qui relèvent aussi les questions dont vous nous avez fait part, c'est tout ce qui va tourner autour de la vitesse d'impression, du contraste et de la résolution. Et ce que fait très bien le transfert thermique, justement, tout pendant qu'on est justement sur cet environnement, soit d'étiquettes, soit de film flexible, c'est qu'il garantit une vitesse d'impression qui peut aller jusqu'à 60 mètres minutes. Il coche également la case du contraste, hein, très important pour la scannabilité en caisse, et la résolution pouvant monter jusqu'à 600 dpi. Alors nous, ce qu'on s'assure également quand on fait nos tests, hein, c'est d'utiliser des appareils qui font référence à la norme ISO 15415. Donc Axicon est parmi nous, je vous invite à rentrer en contact avec lui. Voilà, c'est s'assurer que justement la qualité du QR code est à la hauteur de ce qu'on recherche, et il y a tout un système de ranking qui est mis en place. Juste pour conclure, on en a parlé, mais voilà, je voudrais renouveler le conseil de pouvoir formaliser une task force chez vous. C'est notre projet à tous. Nous, on l'a fait en interne chez Armorimac, et c'est cette manière qui, un peu par itération, qui nous fait nous améliorer également, intégrer cette nouvelle codification au niveau du lab pour s'assurer que voilà, on va pouvoir amener sur le marché des rubans qui permettront d'imprimer à ces cadences avec toutes les attentes en termes de contraste et de netteté. Merci à vous. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En présentiel, il y en a une a priori, c'est ça? Non? Pas de questions, ok. Une question en présentiel. J'ai encore une question. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vous qui puissiez me répondre tout de suite. Vous avez dit que grâce à ces QR codes, on allait pouvoir supprimer des informations réglementaires, notamment liste d'ingrédients. En France, je ne suis pas certaine qu'on puisse supprimer quelque chose. Ouais. C'est plutôt un ajout. Donc, vous avez raison. Ce que je disais, c'est pas supprimer des informations réglementaires. D'ailleurs, on le voit bien souvent. Je prends l'exemple du vin. C'est de pouvoir, par exemple, mettre sur l'étiquette toutes les infos nutritionnelles qu'il y a à faire au vin. C'est la possibilité de gagner aussi en lisibilité. Des ingrédients, on pourrait imaginer que des ingrédients soient intégrés dans un QR code et donc gagner en lisibilité sur une étiquette. Ouais, pour compléter, en gros, les standards GS1 ne se substituent pas à la réglementation. Là, ce qu'a évoqué Nicolas, effectivement, c'est un cas qui le permet. C'est la réglementation du 8 décembre 2023 sur les vins, où il y a possibilité de digitaliser l'information, donc les informations nutritionnelles et la liste des ingrédients. Et donc, ce qui a été voulu par les acteurs, c'est d'utiliser le QR code justement pour digitaliser cette information. Et ça ne concerne que le vin, quoi. Comment? Oui, pour l'instant. Et Ouais. donc, du coup, on est d'accord qu'aujourd'hui, il faut bien... moi, je vois ça un peu comme une contrainte, même si je suis d'accord qu'on peut ajouter plein de choses dans ce QR code. Mais là, on a surtout parlé de traçat, de l'eau, de DLC.
Mais toutes ces informations doivent être présentes sur le packaging, plus dans le QR code, mais dans un premier temps, ça va être surtout une contrainte. Et en plus, si j'ai tout compris, il va falloir faire, mettre. Aujourd'hui, on a un EAN et passer par la phase de transition, on va mettre l'EAN plus le QR code. Et sur les petits emballages, c'est pas simple. J'ai bien compris qu'il fallait repenser l'emballage, mais et qu'on n'en est pas comme en Corée du Sud, mais c'est quand même un gros challenge. Tout à fait. Je ne vais pas dire le contraire. Effectivement, il y a un travail graphique à faire sur l'étiquette et il y a des données en clair qu'il faudra garder. Numéro de lot, DLC, etc. C'est de la réglementation. Tout à fait. Vous avez peut-être déjà un QR code sur votre emballage. Si on peut passer peut-être le micro parce qu'on ne va pas entendre en distanciel sinon. En fait, aujourd'hui, bon nombre de marques ont déjà un QR code qui sert uniquement de lien vers leur site internet. Vous remplacez ce QR code-là par un QR code Digital Link, vous n'avez pas perdu de place et en plus de ça, vous faites votre combinaison. Non, en termes d'espace. Parce que si vous mettez un QR code statique plus un QR code GS1 plus un EN, déjà le consommateur de QR code il ne sait plus lequel c'est, et la caissière non plus. De toute façon, il y a un QR code qui doit disparaître là, quand même. Le cas est spécifique pour chacun. Effectivement, il y a des packagings qui ont déjà des QR codes classiques et d'autres qui n'en ont pas. Donc tout est, on se le répète, mais c'est un peu le message en transverse de cette réunion, hein, c'est que chaque cas est particulier, chaque packaging, ce que veut faire l'entreprise aussi, données statiques, dynamiques, la place sur packaging, qu'est-ce qui peut être digitalisé ou non, l'information business et ou réglementaire. Oui, il y a une autre question. Patricia Thibaudet, NSC France. J'ai une question qui est un peu la suite de la précédente. Enfin, la suite, je ne sais pas, mais dans la même veine que la précédente. En termes d'emplacement, ça fait. Donc, vous avez donné des exemples, mais dans les keynotes précédentes, c'était un peu pareil. De nous montrer des exemples avec le QR code et juste en dessous le code barre. Moi, j'avais compris dans le standard qu'il fallait au moins 5 cm d'écart entre le code barre et le QR code pour, c'est pour ça que je dis au moins, pour éviter le double passage du produit en caisse. Donc est-ce que cette proximité, c'était juste pour nous donner l'exemple ou est-ce qu'on peut réellement l'avoir dans la vraie vie ? Je peux au moins répondre sur l'image. Cette image-là, c'est un montage qu'on a fait justement pour montrer l'évolution. Effectivement, il y a des zones silencieuses à respecter. Tout ça, c'est bien encadré dans la guideline. Bien sûr, là c'était pour imager, bien montrer. D'ailleurs, vous l'aurez certainement vu également sur l'exemple des étiquettes t-shirt. De la même manière, c'était pour imager l'évolution dans le temps. Bien sûr, tout ça, c'est bien précisé dans les guidelines au niveau des zones silence. Ouais. Donc à aujourd'hui, on peut se dire que tant qu'on doublonne le code barre avec le QR code, c'est plus 1,5 cm, c'est plus 2 cm, c'est minimum 5 cm qu'il nous faut déjà. Plus les deux. Pour compléter, je vais faire appel à un joker. Alors, donc, je vais faire appel au service delivery qui, eux, ont les compétences techniques pour répondre. Oui, bonjour. Effectivement, parce que là, on a beaucoup parlé de grade et d'aspect technique du QR code, mais il faut savoir que, entre autres, dans notre laboratoire Calicode, on regarde les paramètres GS1 qui sont les paramètres des bonnes pratiques telles que décrites dans nos spécifications générales et dans nos guides d'application. En la circonstance, cette notion de distance entre les différents codes barres lorsqu'ils coexistent, c'est celle de mettre dans un périmètre de 5 cm le QR code en vue d'optimiser la capture simultanée du QR code et de l'EAN13. Tout en respectant d'ailleurs les marges spécifiques à ces deux symbologies. Donc dès lors que ça rentre dans un périmètre de 5 cm, vous êtes dans un optimum de technique de passage en caisse. Pour ça, c'est le résultat finalement des nombreux tests qui ont été réalisés dans notre laboratoire GS1 à Memphis et qui permettent de conclure à cet optimum. Ça reste une recommandation. Néanmoins,
l'encadrement de pas mal d'autres paramètres GS1, parce que vous parliez de dimension, c'est pas seulement lié par exemple à un niveau de résolution de l'imprimante elle-même, non, c'est encadré par nos tables qui décrivent l'environnement de lecture en fonction si c'est en point de vente ou autre, et donc aux dimensions générales. Donc n'hésitez pas à faire appel au service delivery pour aussi toutes ces précisions, et je reste déjeuner avec vous tout à l'heure. Merci beaucoup. On prend juste une dernière question. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la conclusion. Ouais, juste une dernière question. Enfin, c'est par rapport à ce que j'ai entendu. Est-ce qu'on aura le droit ou pas d'avoir plusieurs... On ne vous entend pas, je pense, à distanciel. Je suis vraiment trop loin. Est-ce qu'on aura le droit ou pas d'avoir plusieurs QR codes sur un même packaging? Et si oui, est-ce qu'il y aura des contraintes de localisation? C'est-à-dire que le second QR code doit être loin, sur une autre phase du packaging? C'est une question bête, hein, mais... Enfin, sur le packaging, vous pouvez avoir autant de QR codes que vous voulez. Il n'y a pas de réglementation là-dessus. Après, c'est ce que je disais du bon en introduction sur les défis des packaging illisibles avec plusieurs QR codes sur un même packaging. Le but du QR code augmenté GS1, c'est justement d'éviter cette prolifération de titres capture et de le rendre visible. Donc, oui, mais après vous pouvez, mais ça n'a pas énormément d'intérêt, on va dire. Et après, comme le disait Xavier du service delivery, il y a des règles pour marquer des QR codes augmentés GS1 avec des contrastes, l'emplacement, des zones de silence, etc. Donc, oui, après, c'est des règles, c'est des spécifications techniques qui existent, et je crois que je l'ai déjà dit, mais qu'on pourra peut-être vous renvoyer aussi dans le mail qu'on fera pour vous envoyer le replay, la présentation, etc. D'accord, merci. Super, merci. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure du coup. Merci beaucoup Nicolas.